Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Alors, aujourd'hui, on va parler contrat de travail. Pourquoi je pense que c'est important de faire cette vidéo? Parce que j'ai déjà entendu des gens dire que au Canada, il n'y avait pas de contrat de travail, on ne signait pas de contrat de travail. C'est faux. Ou en tout cas, c'est pas totalement vrai. Je vais expliquer le pourquoi. Alors, effectivement, au Canada, un contrat n'est pas forcément écrit. Si vous vous entendez sur quelque chose à l'oral, l'oral peut faire office de contrat de travail. Donc, de facto, même si vous n'avez signé aucun document, le contrat de travail existe quand même. Donc, ce n'est pas parce que vous ne signez rien que le contrat de travail n'existe pas. Si vous vous entendez oralement, le contrat de travail existe. C'est valable aussi, par exemple, pour un bail. Un bail ne sera pas forcément signé sur du papier. Un bail peut être totalement oral, un engagement oral. À partir du moment où on a une preuve que vous acceptez les termes d'un bail, par exemple, ça fait office de contrat. Voilà. Donc, c'est à noter. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous n'allez jamais signer de documents au Canada en guise de preuve de signature de contrat? Non. Par exemple, moi, pour mon bail, j'ai toujours signé des papiers. Pour le travail, pareil, j'ai toujours signé des papiers. J'ai eu deux employeurs. Les deux employeurs m'ont fait signer des papiers. Effectivement, on vous fera pas toujours signer un contrat papier, mais si on vous fait signer un contrat, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre employeur tient un peu à vous. Il a un peu d'intérêt à vous garder au sein de son entreprise. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il y a dans un contrat de travail au Canada ou qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pour moi, c'est important d'en parler parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit des choses folles, comme par exemple, oui, ils ont commencé à travailler avec un employeur qui ne leur donnait pas de congé. Je dis que il faut faire attention à ça. Quand vous venez au Canada, vraiment, il faut s'instruire, s'intéresser à la loi, ce que la loi dit, ce que le code du travail dit, parce que vous allez peut-être vous trouver dans des situations loufoques qui n'ont aucun sens. Donc vraiment faire attention à ça. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai un nouvel employeur. Donc, ce qui fait qu'au Canada, j'ai désormais eu deux employeurs et donc deux contrats de travail différents. Je peux un peu vous dire ce qu'on peut retrouver dans un contrat de travail. On va essayer de faire la différence entre les deux, ce qui a changé, ce qui change pas beaucoup. Et ça vous permettra de voir ce qui se fait ici par rapport à ce que votre employeur actuel, si vous êtes à l'étranger, vous propose ou comment ça se passe chez vous. Alors, je préviens, je vais souvent baisser la tête parce que je lis sur mon PC. J'ai pas tout mémorisé de tête, j'ai pas que ça à faire. Donc, je vais souvent baisser la tête et comme ça, je vous donnerai des informations assez exactes. Forcément. Premier point, le début de la date d'embauche. À quelle date vous commencez? Comme ça, vous savez quand vous devez vous présenter dans les bureaux, dans les locaux de votre employeur. La date de début. Ensuite, deuxième point, la période de probation. Vous voyez qu'avant, on a parlé de la date d'embauche. Et donc, la date d'embauche va être très importante pour la période de probation parce que elle va permettre de savoir quand débute votre période de probation et quand elle se termine. Avec mon employeur actuel, la période de probation est de 3 mois. C'est généralement ce qui se fait. La période de probation, ça sert à quoi? On va dire que quand vous signez un contrat qui va être dit permanent, pendant cette période, votre employeur va un peu étudier votre travail, va juger et ensuite il va estimer est-ce qu'il vous garde à long terme dans l'entreprise ou pas. En France, c'est ce qu'on appelle la période d'essai. Même si ta période de probation est terminée, on s'attend juste à ce que tu donnes un préavis de 2 semaines. Par contre, il y a aussi des employeurs qui vont préciser la période de préavis si jamais vous voulez quitter votre emploi. Mon ancien employeur, par exemple, c'était 3 mois. Mais bon, c'est des choses qui se négocient en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et aussi pour l'employeur, la seule différence, c'est que quand vous êtes en période de probation, il peut vous licencier sans donner de justificatif. Après la période de probation, il doit donner une justification. Voilà, je pense que c'est un peu ça la différence majeure. Vous voyez que ça change pas grand-chose en fait. Si vous venez pour la sécurité de l'emploi au Canada, comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes mal barré. C'est pas ici qu'il faut chercher ça. Autre point, après la période de probation, le lieu de travail. Donc, on vous dit
où vous allez généralement travailler. Par exemple, si votre employeur a plusieurs bureaux, il vous dit à quelle ville vous serez rattaché ou il met une adresse exacte sur le contrat. Ensuite, le mode de travail. Donc, dans mon contrat de travail, c'est précisé que je suis en mode de travail hybride, un temps donné en entreprise, puis le reste chez moi. Ensuite, la rémunération. Donc, dans la rémunération, on spécifie le salaire. Donc, combien vous serez payé à l'année ou à l'heure. Parce que, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur les salaires, le taux horaire ici, c'est vraiment le taux le plus utilisé. Ensuite, on parle de boni annuel corporatif. Boni annuel corporatif, ça va dépendre de votre performance. Donc, avec mon employeur, en fonction de ma performance, je peux espérer toucher jusqu'à 4% de mon salaire fixe. Donc, à moi d'aller les chercher d'une certaine manière. Ensuite, il y a l'assurance collective qu'on appelle la mutuelle dans d'autres pays ou encore assurance privée ici. Donc, l'assurance collective, c'est pour vos soins de santé. Donc, en plus de votre assurance maladie publique, vous allez avoir une assurance privée ou dite assurance collective qui va venir en complémentaire de l'assurance maladie publique. Ça aussi, c'est un point très important parce que toutes les assurances ne se valent pas, donc c'est important quand vous êtes embauché de parler des couvertures avec votre employeur, de savoir ce qui est couvert et à quelle hauteur. Et aussi d'essayer d'avoir le prix de votre assurance collective. Ça peut avoir un gros impact sur votre salaire, sur votre rémunération. Parce que c'est pas comme en France où vous allez avoir des mutuelles à 50 euros, 80 euros le mois. Ici, les assurances collectives, ça coûte une certaine somme. Parfois, ça va être un coût fixe, parfois, ça va être un pourcentage sur votre rémunération. Par exemple, mon ancien employeur, j'étais prélevé un pourcentage fixe sur ma rémunération. Et c'était un peu dur parce qu'en fait, si ton salaire augmente, ce que tu verses à ton assurance collective augmente aussi. N'est-ce pas? Donc voilà, assez lourd parce que vraiment l'assurance collective, ça prend une bonne part, une petite part, une bonne petite part, on va dire, c'est votre salaire. Par exemple, je pense que c'est entre 4 et 5% de votre salaire. Et après, ça dépend aussi de votre profil. Est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous prenez l'option familiale? Si vous prenez l'option familiale, forcément, ça sera plus cher. Mais vraiment, l'assurance collective, c'est un gros impact sur la rémunération. Ça me revient à entre 200 et 250 dollars qui vont dans l'assurance collective. 200 et 250 dollars dans l'assurance collective. Vous voyez que c'est quand même une certaine somme. Les vacances annuelles. Alors, vacances annuelles, on va vous préciser que les vacances annuelles, par exemple, chez moi, c'est du 1er mai au 30 avril. Donc, si vous êtes embauché en octobre, par exemple, on va calculer vos congés par rapport au prorata de votre présence dans l'entreprise jusqu'au 30 avril. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, si tu arrives dans une entreprise le 1er mai, tu vas avoir droit à 5 semaines de congé jusqu'au 30 avril. Si tu arrives, par exemple, je sais pas moi, en décembre, tu vas peut-être avoir 2 semaines, que 2 semaines et demie. Mais petite précision, je parlais de vacances au début de la vidéo. Il faut savoir que au Canada, légalement, vous avez 2 semaines de congé minimum, 2 semaines de vacances annuelles minimum. Donc, un employeur n'a pas le droit de vous accorder moins de 2 semaines par an. Donc, un employeur qui vous dit que vous n'avez pas droit de vacances, c'est faux. Il est dans l'illégalité. Vous avez droit à vos 2 semaines de vacances annuelles minimum. Maintenant, c'est le minimum. Votre employeur a le droit de vous accorder autant de vacances annuelles qu'il veut au-delà de 2 semaines. Donc, ça peut être 3 semaines, ça peut être 4 semaines, ça peut être 5 semaines, ça peut être, je sais pas, 10 semaines. Vraiment, si la politique de l'entreprise est incroyable. Mais avec mon nouvel employeur, j'ai droit à 5 semaines de congé. 5 semaines de congé. Et je crois qu'avec mon ancien employeur, c'est aussi ça, la même chose. Mais en tout cas, de toutes les entreprises avec qui j'ai été en contact, le minimum qu'on m'a proposé, c'était 4 semaines. En moyenne, on va vous proposer 4 semaines. Dans les meilleurs des cas, vous allez avoir 5 semaines. Et si on vous propose en dessous de 4 semaines, 3 semaines, 2 semaines, sachez que c'est pas la norme. C'est vraiment pas la norme dans le domaine de l'IT. C'est la norme dans d'autres secteurs.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être à 2 semaines de congé par an. Mais dans l'IT, ça va être généralement 4 semaines, 5 semaines. C'est vraiment un gros plus quand vous travaillez dans les TI, pas IT parce que c'est en anglais, hein, les TI au Québec. Ensuite, au bout d'un an d'ancienneté, donc au bout d'un an d'ancienneté, on m'accordera une semaine de vacances annuelles supplémentaires. Une semaine de vacances annuelles supplémentaires. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'une année d'ancienneté, j'aurai 6 semaines de vacances. 6 semaines de vacances au bout d'une année d'ancienneté. Et ça, c'est vraiment rare. Personne ne m'avait encore proposé ça. Vraiment personne, malgré toutes les entreprises avec qui j'ai été en contact, c'est vraiment la seule entreprise qui m'a proposé 6 semaines de congé au bout d'un an. En plus, il y a ce qu'on appelle des journées personnelles. Des journées personnelles. Donc, votre employeur, chaque année, va vous accorder un nombre de jours que vous utilisez un peu comme vous voulez. Ça va être différent des congés annuels. Pourquoi? Par exemple, les congés annuels, si vous faites une année et que vous n'utilisez pas tous vos congés, ils sont transférés à l'année suivante. Ou alors, votre employeur va vous proposer de vous les remplacer par de l'argent, donc de vous les rémunérer. Comme ça, il ne vous perd pas trop longtemps l'année suivante, ou il va faire en sorte que vous les liquidiez avant que la nouvelle année ne commence. Les journées personnelles, c'est différent puisqu'elles se basent sur l'année civile. Donc, quand l'année civile se termine, si vous n'avez pas utilisé vos journées personnelles, elles sont perdues. On ne vous paye pas pour les récupérer, non, niet. C'est soit vous les utilisez, soit vous les perdez. Ce qui fait que quand vous avez des journées personnelles et que vous posez vos congés, posez en priorité les journées personnelles. Et là, pareil, en journée personnelle, j'ai 5 jours de journée personnelle. 5 jours de journée personnelle, ce qui équivaut, là encore, à une semaine. Ce qui veut dire que dès ma première année, j'ai 6 semaines de congé avec mon employeur. Donc, 5 jours personnels et 5 semaines de vacances annuelles. 6 semaines. Et donc, au bout d'un an d'ancienneté, j'aurai droit à 7 semaines de congé. 7 semaines de congé car 6 semaines de vacances annuelles et toujours une semaine de journée personnelle. Donc, 7 semaines. Pour un pays où la plupart des gens ont 2 semaines, c'est assez incroyable. Et pareil pour les journées personnelles, ça va dépendre de votre employeur. Il y a des employeurs qui vont pas vous les donner parce que voilà. Il y a des employeurs qui vont vous en donner 2. Et là, par exemple, mon employeur, il fait encore mieux que la moyenne. Il m'en donne 5. Et peut-être qu'il y a d'autres employeurs qui vont en donner plus, mais ça, j'ai pas encore vu. Activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par activité professionnelle? Il faut savoir qu'au Canada, on a le droit d'avoir plusieurs employeurs. On a le droit d'avoir plusieurs employeurs. C'est tout à fait légal. En tout cas, quand vous êtes citoyen canadien, quand vous êtes résident permanent ou en permis de travail ouvert. Les permis de travail fermés, ils sont liés à un employeur. Donc, s'il veut travailler ailleurs, il doit encore avoir un autre permis de travail fermé. C'est une autre histoire. Et donc, là, dans la partie activité professionnelle, on me dit que si jamais j'ai soit moi une activité professionnelle de mon côté ou j'ai un autre employeur, je dois en aviser mon employeur pour qu'il prenne des mesures ou qu'il s'adapte ou qu'on prenne un accord sur mon temps de travail. Parce que mon employeur met en place un temps de travail minimum requis. Il s'attend à me voir un minimum d'heures par jour au travail. Donc, si jamais je ne peux pas respecter cet engagement, je dois voir avec lui. Maintenant, il y a d'autres employeurs qui mettent des clauses de non-concurrence dans les contrats. Donc, c'est-à-dire qu'ils vous interdisent d'avoir un autre employeur. Ils vous interdisent formellement d'avoir un autre employeur. Mais la loi, elle, vous autorise à avoir un autre employeur. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que soit vous respectez ces clauses de non-concurrence, ce que la plupart des gens font, puisque la plupart des gens vont pas s'amuser à avoir 2 contrats de travail quand ils ont déjà une bonne rémunération. Soit vous enfreignez ce que vous avez décidé avec votre employeur. Et dans ce cas, vous n'êtes pas dans l'illégalité. Vous n'êtes pas forcément dans l'illégalité. Mais votre employeur, s'il le découvre, a le droit de se retourner contre vous et de vous dire que vous aviez signé une clause de non-concurrence, vous avez quand même un autre employeur, donc nous, on vous attaque. Voilà. Après, bon, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. C'est vraiment très, très, très rare parce que ça coûte de l'argent d'attaquer quelqu'un en justice. Et pour ce que tu vas gagner derrière, voilà. Donc, ça existe, tu la signes, mais après, si tu la respectes pas,
Ça va dépendre de ton employeur. Ensuite, il y a une clause sur la propriété intellectuelle dans tout ce que vous faites au sein de l'entreprise, blablabli, ça va être, ça appartient à l'entreprise, ce genre de choses. Ensuite, il y a la confidentialité, la non-concurrence et la non-sollicitation. Ça, c'est pas pour dire que vous n'avez pas le droit d'être sollicité par d'autres personnes quand vous travaillez, non. Ça, c'est plutôt pour dire que quand vous quittez une entreprise, vous n'avez pas forcément le droit d'appeler vos collègues et leur dire, viens, rejoins-moi, ça se passe mieux ici. Donc, vous devez attendre quand même une certaine période. Ensuite, il y a le nom de mon manager, donc mon gestionnaire, comme on dit plutôt ici, à francisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Dans mon ancien contrat, comme j'étais en permis de travail fermé, j'avais une clause qui disait que je n'avais pas le droit de quitter l'entreprise avant 2 ans. Plus exactement, ça stipulait que si je quittais l'entreprise avant 2 ans, je devais rembourser les frais engagés pour ma procédure d'immigration au Canada. Alors, même si cette clause est présente dans votre contrat, c'est une clause illégale. Votre employeur n'a pas le droit de vous demander de rembourser vos frais d'immigration. C'est totalement illégal. Que vous fassiez 6 mois, 1 an, moins de 2 ans, il n'a pas le droit. Si vous trouvez mieux ailleurs, avec quelqu'un d'autre qui vous fait un autre permis de travail fermé, vous êtes en droit de quitter et votre employeur n'a pas le droit de vous demander remboursement. Il va le mettre là, forcément, pour un peu vous faire peur. Mais non, c'est illégal. Vous êtes en droit de ne pas respecter ce contrat ou cette clause, même si vous avez signé le contrat. Donc, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas parce que c'est dans votre contrat que c'est forcément légal, d'une certaine manière. C'est un peu une zone grise. Donc, si cette clause existe dans votre contrat parce que vous êtes en permis de travail fermé, vous n'avez pas l'obligation de respecter cette clause. Sur ce, j'ai fait le tour de mon contrat de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle d'autres sujets liés au contrat de travail au Canada, posez la question en commentaire, je répondrai. Parce que je sais que la question va venir. Moi, je n'ai pas d'heures sup. Donc, il ne faut pas me poser de questions sur les heures sup, sur comment ça se passe. J'ai pas d'infos là-dessus. Je suis pas en heures sup. Je fais pas d'heures sup, moi, dans mon métier. Donc, ne me posez pas de questions concernant les heures sup pour savoir comment ça se passe. Faites vos recherches de votre côté. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner pour d'autres vidéos dans le futur. Allez voir les anciennes vidéos, à commenter si vous avez d'autres questions. Je répondrai et toujours comme d'habitude, n'oubliez pas d'être courtois, respectueux, toujours un bonjour, un s'il te plaît, un merci, sinon je ne répondrai pas à votre question. On se dit à la prochaine. Peace.